hola, hello, enfin je ne sais même plus si je dois le dire dans toutes les langues, guten Tag quand même, tellement je suis blasé, fatigué. Je vais reprendre la parole malgré tout. J'aimerais vraiment être un petit peu plus drôle pour dire ce que j'ai à dire, mais c'est très délicat. Là, aujourd'hui, on enregistre cette séquence dans l'entre-deux tours, spectaculaire. On a vécu une campagne politique hallucinante entre un juif algérien, Éric Zemmour, qui nous a donné des grandes leçons sur l'immigration, alors qu'il est historien, fascinant. Mélenchon, qui nous prône le tous ensemble et qui a été incapable de faire revivre la gauche et de s'allier aux autres partis de gauche, alors que pourtant c'est son fonds de commerce, hein, l'union, et de pouvoir un peu calmer son ego, mais apparemment, non, ça ne marche pas. Valérie Pécresse, qui voulait donner des leçons d'économie à Emmanuel Macron et se retrouve avec 5 millions d'euros de dette personnelle pour la campagne. Je veux dire, heureusement que ce n'est pas allé plus loin, parce que ça aurait été un gouffre pour la France. Arriver à une campagne qui n'aboutit à rien, à part 5 millions d'euros de dette, c'est exemplaire en leçon politique. Et pour finir avec quoi? Avec un duel Macron-Le Pen. C'est-à-dire tout ce qu'on voulait éviter, en fait. Et un peuple paumé, qui malheureusement va, je pense, majoritairement, et même si ce n'est pas majoritairement, ça reste un score qui est inacceptable. C'est-à-dire que Marine Le Pen, je pense, va exploser tous les scores par lassitude. Car on a éloigné le peuple de la politique. L'enfermement et la crise du Covid a fini de dégoûter le peuple français de tout intérêt pour la politique. Et ça va malheureusement jouer en faveur de Marine Le Pen. Ça, plus le fait que l'extrême droite n'a jamais été essayée. Et à l'époque, ça a bénéficié à Macron. C'est ce qui a fait la première élection de Macron, hein, ni de droite, ni de gauche. C'est du marketing, en fait, l'élection de Macron. Et là, le marketing risque de jouer en faveur de Marine Le Pen, à savoir qu'on n'a jamais tenté l'extrême droite. À ce propos, justement, puisque j'espère que maintenant tout le monde l'aura compris, mon cheval de bataille, ça reste l'Europe. Ce qu'il y a d'affligeant, c'est qu'on a oublié sur quoi l'Europe s'est construite. L'Europe s'est construite, je le rappelle encore une fois, à ceux qui n'ont pas de mémoire, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une Europe anéantie, des villes détruites. Et à la fin de la guerre, une composition européenne faite de 40 millions de migrants qui, pour les raisons de la guerre, avaient été éparpillés, revenaient dans leur pays respectifs, 40 millions de migrants. C'est ça notre histoire. Et un slogan qui était plus jamais ça, que la guerre ne revienne pas. Or, comme le prônent haut et fort nos amis de BFM, avec une voix off insupportable, l'Ukraine, c'est le retour de la guerre en Europe. Ça fait peur à personne. Hein. Ça fait peur à personne. On a fait de cette guerre une série qu'on suit comme on suivrait un épisode sur Netflix, avec des Américains déguisés en coqs qui accueillent les réfugiés à la frontière polonaise en leur disant « Welcome to America ». C'est ça ce qu'on a gagné. C'est ça ce qu'on a gagné. Pendant que chez nous, on manipulait nos élections en prônant la peur de l'islam, alors que moi, ma vraie peur, finalement, quand je sors de chez moi, je croise plus de gens, et j'en suis le premier responsable, je porte un jean aussi aujourd'hui.
mais quand vous sortez de chez vous, vous croisez plus de gens en jean à manger des hamburgers que des gens en babouche ou en voile islamiste. La vraie perte de l'identité culturelle européenne, on la doit aux États-Unis, on ne la doit pas à l'islam. Il faut réapprendre la tolérance. Il y a tellement de choses qu'on doit réapprendre. Je suis un peu désabusé dans ce que je dis aujourd'hui, mais le vrai fond de mon propos, c'est qu'est-ce qu'on a appris? Quelles sont les leçons qu'on a apprises de la pandémie? C'est qu'en Europe, alors que l'industrie textile était notre fierté, et pas que pour la France, eh bien, lors de la pandémie, l'Europe s'est trouvée dans l'incapacité de créer et de produire des masques, et on a été dépendant de la Chine pour qu'on se sauve de cette pandémie. La guerre en Ukraine nous a fait comprendre quoi? Qu'on n'est plus rien d'un point de vue énergétique, qu'on est incapable de produire et d'être indépendant au niveau de la production de l'énergie et que nous dépendons de la Russie. Notre industrie dépend de la Russie. L'alimentaire dépend de la Russie. Alors que nous sommes des terres agricoles, et ces deux leçons-là, mis à part le fait que nous n'avons même plus une armée capable de nous défendre, si vraiment, comme le dit BFM, c'est le retour de la guerre en Europe, on est des branques. On n'a donc rien appris et rien fait du plus jamais ça qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, de la leçon de la pandémie et du début de la guerre en Ukraine. On n'a rien appris de ces trois éléments-là. C'est un peu radical ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Il serait temps qu'on se réveille. Le débat hier a fait un taux d'audience qui équivaut à 14,5 millions de spectateurs. Ça veut dire quoi? Que les gens n'en ont plus rien à foutre de la politique et que leur décision est prise. Ce qui importe aux gens, c'est qu'ils aient à bouffer et qu'ils aient le minimum, et on peut les dépouiller, les enfermer, leur prendre tout ce qu'ils ont. Ils ne s'intéresseront pas plus que ça à la politique. Et c'est navrant. C'est navrant, c'est affligeant, c'est triste. À croire qu'on n'a effectivement donc rien appris et surtout rien compris. Une armée européenne serait une économie conséquente pour toute l'Europe. Une politique fiscale commune est impérative. Le salaire de Carlos Tavares, PDG du groupe Peugeot, est de 19 millions. 19 millions. Dans le débat d'hier, le pouvoir d'achat a été abordé de façon lamentable. Ce que font les GAFAM, l'optimisation fiscale, les salaires démesurés, c'est du vol. Si je me rends dans un magasin demain et que je vole le moindre objet, je vais être poursuivi, je vais avoir une peine à payer, peut-être faire de la prison, bien qu'il y ait plus de place en prison, mais c'est prévu par la loi. Dans le système libéral qu'on a, faire de l'optimisation fiscale, c'est légal. Toucher des salaires de 19 millions d'euros, et je ne suis pas contre un salaire de 19 millions d'euros, il les mérite sûrement. Mais le problème, c'est qu'un salaire de 19 millions d'euros, quand on dirige un groupe qui a été sauvé 3 fois par le gouvernement, donc par l'argent du contribuable, quand on est un groupe qui délocalise sa production hors Europe, c'est du vol. Il faut, quand on a des salaires de 19 millions, s'assurer que la chaîne de redistribution des bénéfices soit respectée. Carlos Tavares, quand il gagne 19 millions d'euros, il les doit aussi au mec qui le conduit à son boulot le matin, il le doit aussi au mec qui lui tient la porte et à ceux qui lui cirent les pompes. C'est con à dire, mais c'est la vérité. S'il n'y a pas de loi qui gère la redistribution des bénéfices
dans l'industrie, s'il n'y a pas de loi qui réglemente la fiscalité des gros groupes, on est foutu. Parce que l'argent qui manque, c'est nous qui allons le payer. Comme le disait hier Emmanuel Macron en utilisant une expression de 1980 qu'il doit sûrement à sa femme, hein, mais c'est ça quand on vit avec des personnes âgées, il n'y a pas de Gérard Majax. Il n'y a pas de magie dans les chiffres. L'argent qui manque, il va falloir le retrouver quelque part. Et ils n'iront pas le chercher dans la poche de Carlos Tavares, ils n'iront pas le chercher dans les GAFAM, ils iront le chercher chez vous. C'est ça la vérité des élections si on se trompe dans les choix qu'on fait. On va venir rechercher les 600 milliards du quoi qu'il en coûte, 600 milliards. Alors, il s'est repris, il a dit non, c'est pas 600, c'est peut-être 420, mais je m'en fous. C'est une somme de dingue. C'est une somme de dingue. Si on n'applique pas une réglementation stricte sur l'industrie, si l'Europe ne se replie pas sur elle-même, si on ne ferme pas l'importation, si on ne recrée pas le plein emploi, si on ne s'assure pas qu'on ait des salaires dignes de ce nom et que la redistribution des bénéfices se fasse correctement, on va se faire déplumer comme des merdes. Comme des merdes. Et on arrivera à une retraite avec des salaires minables qui ne serviront plus à rien. Et notre pouvoir d'achat, effectivement, va se retrouver réduit à néant. On n'a rien fait en 70 ans, quasiment maintenant, depuis la guerre, pour s'assurer de maintenir la paix et de donner un essor industriel à l'Europe correctement. On s'est endormi sur les 30 glorieuses, bon, ok, voilà, tout le monde s'est gavé, le haut du panier s'est gavé. Et là, le panier est percé, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est impératif de s'intéresser à la politique, c'est impératif d'exiger que le libéralisme ait une limite et qu'on lui donne les mêmes codes, qui sont des codes de déontologie, de morale, d'éthique, qu'on demande à chaque citoyen d'appliquer au quotidien. Sans quoi, il s'ensuit des poursuites pénales. Ne payez pas vos impôts, vous, en tant que particulier, cette année, vous allez voir comment ça va se passer, si on ne va pas vous poursuivre. Tous les gros groupes français font de l'optimisation fiscale, tout en délocalisant, tout en réduisant leur nombre d'employés. Comment est-ce que ça va tenir mathématiquement ? Pourquoi, dans la campagne politique, il n'y a pas eu une proposition claire et nette par rapport à ces éléments-là ? Pourquoi, par rapport à la dépendance de l'énergie qu'on a en Europe par rapport à la Russie et maintenant les États-Unis, puisque ce que j'annonçais dans les autres épisodes, c'est que effectivement les Américains, ils sont à la frontière polonaise, ils attendent que ça, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN pour récupérer l'Ukraine sous prétexte de la paix, et ils ont déjà signé le contrat pour le gaz de schiste. Le gaz de schiste qu'on voulait éviter d'un point de vue écologique. Donc on va vers un désastre écologique, on va vers un désastre économique. C'est ça ce qu'on aura gagné. Tout en faisant chialer dans les foyers, en montrant des images innommables pour effectivement que notre conscience agisse et qu'on laisse tout passer au nom de la culpabilité. Au nom de la culpabilité. Et effectivement, comme je le disais déjà, c'est notre consommation qui est responsable de la guerre en Ukraine. C'est notre dépendance qui est responsable de la guerre en Ukraine. Si nous n'avions pas cette consommation excessive, si nous n'avions pas cette dépendance excessive, eh bien on n'en serait pas là. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? Effectivement, on chiale pour l'Ukraine, mais on continue à bouffer autant et on continue à vivre de la même façon et à avoir les mêmes exigences en termes de consommation. Ça ne tient pas. Et à un moment donné, il faut se réveiller. Parce que ce qui nous attend, si on ne fait pas attention, c'est effectivement qu'on disloque complètement l'Europe. Qu'on disloque complètement l'Europe. Qu'on nous dise que c'est un concept obsolète qui ne tient plus. Qu'on divise l'Europe et que l'Europe soit récupérée de toutes parts. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'attend la Chine, c'est ce qu'attendent les États-Unis. Et c'est la fin de notre système social. Alors qu'on a tout à fait les moyens d'être une Europe forte, si on ne la cède pas à l'industrie et à la spéculation. Et si on se raisonne un petit peu.
la capacité de production en Europe existe. Faire une union fiscale, ça peut exister, ça peut fonctionner. Nos gouvernements, en fait, en Europe, chaque gouvernement individuel, en 2022, ne sert plus à rien. À rien. On peut très bien centraliser l'Europe et réduire le coût de nos dirigeants dans chaque pays individuellement pour faire une Europe forte et unie. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Le nationalisme, à part en termes d'identité culturelle, ne sert plus à rien. Ce qu'il faut, c'est raisonner l'Europe, raisonner les normes européennes, faire encore une fois une union fiscale, faire une armée commune, faire un système de santé commun. Mais en fait, ce n'est pas assez. Une pandémie, ce n'est pas assez pour comprendre. Une menace de guerre, ce n'est pas assez pour comprendre. En fait, je ne sais plus ce qu'il faut pour que les gens le comprennent et agissent. Alors je comprends que les gens soient endormis, qu'ils ont leurs préoccupations, leur travail, leur routine quotidienne qui les empêche de se concentrer et de réfléchir à ce qu'est la politique internationale. Je comprends. Mais à ce point-là, ça devient grave et ça devient affligeant. Ça devient affligeant qu'il n'y ait pas plus de bruit et de réflexion et d'intérêt pour ce qui est en train de se passer. Donc, dans ce cadre-là, réellement, je le répète une dernière fois, faire une union fiscale est important. Qu'une taxe kilométrique soit imposée pour réglementer la consommation et le coût des biens. Que l'importation soit non pas interdite, mais taxée suffisamment, c'est ce que fait la taxe kilométrique. Quand un t-shirt arrive de Chine, le nombre de kilomètres parcourus doit être ramené à la taxe qu'on lui impose de façon à ce que ça puisse être rentable de fabriquer un t-shirt en France. Ou alors ça ne sert plus à rien. Et on se retrouve effectivement dans cette situation où la France est dans l'incapacité de produire des masques. Et c'est ce qui s'est produit. Et pourtant, ça n'a pas fait avancer la réflexion. Et on dit, bah non, mais le libéralisme, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas imposer de loi au commerce. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le libéralisme n'est pas un fourre-tout et quelque chose qui pourrait faire dépasser toutes les limites de la morale et de l'éthique et de la logique en termes d'économie. Ce n'est pas ça le libéralisme. Le rôle d'un gouvernement ou le rôle de l'Europe, c'est effectivement de réglementer ça pour protéger nos emplois et pour protéger notre avenir. Pareil en termes d'énergie, quand on parle d'écologie, je vais vous dire un truc très très bête. Il y a une compagnie israélienne qui a développé, ça va faire rire un peu, mais c'est la réalité, qui a développé un concept de toilette autonome qui transforme la merde donc en méthane. Ça coûte 1 200 €. Avec votre propre production de caca, bon voilà, quand je dis des conneries, on m'appelle, avec votre propre production de caca, eh bien, vous pouvez faire alimenter des plaques de cuisson au gaz de méthane pendant 2 heures. C'est risible, hein, mais c'est la réalité. Les tuiles solaires sont aussi en développement. L'autonomie en termes d'énergie, on peut y arriver. Mais la réalité, c'est que l'autonomie en termes d'énergie, elle n'intéresse personne. Pour la simple raison, c'est que les gouvernements vivent des taxes qui prélèvent sur l'énergie. On arrive à un litre de gasoil qui a fait 2,10 €, 2,20 €. On nous a donné 15 centimes par litre. Mais ils peuvent donner 15 centimes par litre. 50% du litre de gasoil que vous prenez à la pompe va au gouvernement. Plus le gasoil augmente, plus eux gagnent d'argent. Ils s'en foutent de rendre 15 centimes. Ils ont gagné 1 € de plus quasiment. La vraie blague, elle est là. Ils peuvent vous parler d'énergie pendant des heures. Investir dans l'indépendance
énergétique du particulier ne les intéresse pas, c'est du blabla. Parce qu'en gros, le gouvernement vit de la dépendance énergétique que nous avons. Car il a été dans l'incapacité de mettre les taxes ailleurs que sur l'énergie. Et qu'il a été dans l'incapacité de récupérer l'argent où il est vraiment. Les vraies sommes qui sont à récupérer sont à prendre sur les GAFAM. Et là, on ne parle pas de petites sommes et d'économies ou de chaque personne individuelle qu'on va plumer de 300, 400, 500, 600 euros par mois pour couvrir la dette. Parce que c'est ça ce qu'on est en train de faire. Comme on refuse d'aller chercher l'argent où il est, on va aller chercher sur tous les contribuables, leur prendre 400, 500, 600, augmenter le prix du gasoil. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Gérard Majax, il est là. Le tour de passe-passe, il est là. Les 600 milliards, ils vont aller les chercher là. Et c'est dégueulasse, c'est innommable. Parce qu'on va se retrouver avec une population qui, dans 20 ans, n'aura plus grand-chose. Va se retrouver avec effectivement une espérance de vie qui est prolongée, mais avec rien pour la payer. Donc, par rapport à tout ça, quand je vois que la crise et la pandémie et le quoi qu'il en coûte a coûté 600 milliards, je me dis, mais qu'est-ce qu'on aurait pu investir avec 600 milliards pour réussir à trouver des alternatives à la situation telle qu'elle est aujourd'hui? C'est assez dingue. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que ce que je présage n'arrivera pas, mais j'ai un vrai doute. J'espère que ce n'est pas la fin de l'Europe et que j'aurai éventuellement d'autres communications à vous faire dans peu de temps. Merci beaucoup, vielen Dank, tschüss, bye bye, au revoir.